Fransız Senatosu'nun kararı mı? Amerikan Senatosu'nun kararı mı? Kim reçeteyi verecek? Kim bizim doktorumuz? Ermeniler Türklerin doktoru, Türkler de Ermenilerin doktoru. Ces mots appartiennent à tous ceux qui vivent ensemble la joie, le bonheur, la tristesse et la fierté, et qui partagent le même destin. Ce cri est la voix commune des Arméniens et des Turcs. Les allégations arméniennes ont une visée politique. Ceci est clair. Et ces affirmations ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est le regroupement de la nation arménienne disséminée dans le monde, car les allégations de génocide sont devenues un élément, un fondement de l'identité arménienne. Le second objectif vise à faire oublier les meurtres commis par les nationalistes arméniens, car tout ce qui est arrivé aux Arméniens, c'est à cause des mauvais calculs de leurs dirigeants nationalistes. Le XXe siècle a débuté dans le sang. La Première Guerre mondiale a enregistré le plus important taux de mortalité de l'histoire de l'humanité. Des milliers de morts, de blessés, des nations entières rayées des pages de l'histoire. Les allégations arméniennes ont une visée politique. Ceci est clair. Et ces affirmations ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est le regroupement de la nation arménienne disséminée dans le monde, car les allégations de génocide sont devenues un élément, un fondement de l'identité arménienne. Le second objectif vise à faire oublier les meurtres commis par les nationalistes arméniens, car tout ce qui est arrivé aux Arméniens, c'est à cause des mauvais calculs de leurs dirigeants nationalistes. Nous sommes aux États-Unis, à l'université de Glendale, située en Californie, où se trouve la plus grande communauté d'Arméniens vivant en dehors de l'Arménie, communauté très influente en Californie. Voici la Little Armenia, la petite Arménie, en plein cœur d'Hollywood. « 5000 Arméniens parmi les 15 000 étudiants de l'université. Ici, on entend une version quelque peu différente de la question arménienne. » Au cours de la Première Guerre mondiale, un génocide arménien a été commis par l'Empire ottoman. Et cela a bien sûr des retombées aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement une question d'ordre historique. Certains prétendent que c'est seulement un fait historique. Albert Ameto, américain d'obédience arménienne, qui a lui-même vécu les événements, s'érige contre les propos de Maraslian. Ameto a déclaré devant un notaire en 1992 que le génocide était un mensonge et le fruit d'une campagne blasphématoire. Mais alors quelle était la réalité? Que s'était-il passé en 1915 dans l'Empire ottoman? Les gens, quand ils évoquent le génocide, ils font référence aux exactions d'Hitler contre les Juifs. Ils pensent à un massacre collectif, visant à tuer tous les membres d'un groupe. Mais je peux affirmer que cela ne s'est pas passé de la sorte entre les Turcs et les Arméniens. Il y a eu plusieurs raisons qui me font penser que ce n'était pas un génocide. L'une des raisons principales est la survie des Arméniens. La grande majorité des Arméniens déportés vers la Syrie et l'Irak ont survécu. Ils auraient pu être tués, ils ne l'ont pas été. L'armée et les politiciens turcs ont nourri ces gens. Retournons à l'histoire. Une organisation arménienne, son nom, Tashnak Sütun. Elle a été fondée à Tbilissi en 1890. L'objectif principal de cette organisation était de s'approprier une partie des terres de l'Empire ottoman et de fonder un État arménien sur ces terres. L'organisation Tashnak Sütun a opté pour l'action armée pour arriver à ses fins politiques. Des centaines de documents et de photos parus dans les publications de l'organisation confirment cela. On constate que cette organisation a recouru à la violence contre l'Empire ottoman durant de longues années et qu'elle a rendu la vie difficile au gouvernement d'Istanbul au début de la Première Guerre mondiale. Alors que nos troupes étaient en guerre dans le Caucase, les Arméniens se sont insurgés à partir du 17 avril. D'abord à Van, puis dans différentes parties de l'Anatolie.
Écoutons le commentaire d'un académicien de l'Université publique d'Erevan sur le parti Taşnak-Sütun qui existe toujours. À mon avis, l'Arménie a besoin d'un parti comme Taşnak-Sütun. Le parti a un rôle extrêmement important à jouer. J'approuve leurs actions. Oui, c'est vrai qu'ils entravent les relations turco-arméniennes. Mais moi, j'accepte l'idée de cette entrave. L'organisation arménienne Taşnak-Sütun, à l'origine des insurrections ensanglantées contre l'Empire ottoman, a été suivie par l'organisation Némésis. Plus tard, on retrouvera des traces de l'organisation arménienne de vengeance Némésis dans l'Asala et l'organisation JAG dans les années 70 à 80. Quelques 200 attaques à main armée et attentats à la bombe perpétrés par des terroristes arméniens ont fait 520 blessés dont 70 enfants. Une quarantaine de diplomates et de fonctionnaires turcs ont trouvé la mort au cours de ces attentats déplorables qui ont été perpétrés dans des pays dits civilisés, situés sur le continent européen, australien et américain. Man hat sie umgebracht. Ils les ont tués et on a ainsi tourné la page. Ils tuent des innocents, tout comme cet ami de l'ambassade de Turquie à Vienne. Le 24 septembre 1981. 4 terroristes arméniens occupent le consulat général de Turquie à Paris et prennent en otage 56 ressortissants turcs. Parmi eux se trouvent des fonctionnaires. Cette action de l'Asala a coûté la vie à un agent de sécurité, Cemal Özen. L'un des terroristes s'appelait Kevork Güzelian. Le plus désolant dans tout cela, c'est le fait que les coupables, loin d'être condamnés par la communauté arménienne, soient considérés comme des héros. Et c'est pour cette raison que ces terroristes deviennent des modèles à suivre pour la jeunesse arménienne, exactement comme dans les attentats suicides au Moyen-Orient. Et tout cela constitue une menace pour les rapports déjà difficiles entre les Turcs et les Arméniens aux États-Unis et ailleurs. Des terroristes transformés en héros, des crimes légalisés, des attentats à la bombe, il est étonnant de constater qu'une comparaison est faite entre le génocide et la mise en application de la loi sur la déportation et le placement des populations. La date du 24 avril est considérée comme le point de départ d'un génocide qui n'a pas été commis. Les faits historiques et les vérités sont falsifiés au moment de leur transmission aux nouvelles générations. Mon père a été sauvé par un ami turc qui l'a caché et aidé à rejoindre l'armée russe, au bout de 3 jours et 3 nuits de marche, par des chemins cachés. Quelquefois, quand l'occasion se présentait, à des amis venus nous voir, dans le feu de la conversation, c'est avec des larmes aux yeux qu'ils disaient que les Turcs étaient gentils. Le paysan turc était toujours plein de bonne volonté vis-à-vis des Arméniens. Finalement, en remarquable visionnaire, il ajoutait que le paysan turc et même le peuple turc en général étaient gentils avec les Arméniens. Les Arméniens leur étaient proches, mais les Kurdes ont profité de la situation. Les Kurdes ont fait des choses horribles ici. Ils nous ont pillés. Ils voulaient même les affaires que nous avions emportées avec nous. Ils pillaient tout. C'est ainsi qu'un Arménien qui a vécu cette réalité parle des Turcs et de la déportation. Mais il existe également une autre réalité, celle des crimes commis par ceux qui se disent victimes d'un génocide. Aux 4 coins du monde, beaucoup de sang et de larmes ont coulé à cause des attentats commis par des terroristes arméniens contre des fonctionnaires et des ressortissants turcs. L'ambassadeur de Turquie à Vienne, Danish Tunaligil, est seulement l'une de ces victimes des terroristes arméniens. Ici aussi, j'ai des amis arméniens. Tous baissent les yeux devant moi. Tous se sentent coupables. Ils auraient voulu que ça se passe autrement. Ils souffrent beaucoup. Ils ont beaucoup de peine.
En fait, la Salah commet une erreur en agissant ainsi. Ce n'est pas uniquement à nous qu'ils font du mal, mais ils font surtout du mal à leur propre pays. Ils sèment la discorde entre nous. Ils veulent nous empêcher de trouver un terrain d'entente, d'avoir des rapports amicaux. Je me demande sérieusement si ces gens sont vraiment arméniens. Je n'éprouve pas de haine contre les Arméniens. Il s'agissait d'un tout autre groupe. Les Arméniens, c'est une chose, la Salah, c'en est une autre. Oui, la Salah, c'est tout à fait autre chose. L'épouse d'un diplomate turc assassiné pense qu'on ne doit pas imputer ce crime à tous les Arméniens. Elle parle de l'amitié qui unit les Turcs et les Arméniens. Par contre, un universitaire arménien s'exprime autrement. Si quelqu'un tirait sur mon frère et le tuait, moi je n'irai pas au tribunal. Je ne dirai rien à personne. Si je possédais une arme, je tuerais aussitôt l'assassin de mon frère. Ceux qui, hier encore, faisaient porter à leurs enfants les uniformes et les armes des révolutionnaires et insurgés arméniens, font maintenant prêter serment de vengeance aux enfants dans leurs écoles. Et ils sont nombreux à se prêter autour du monument érigé à la mémoire d'un génocide qui n'a absolument pas été prouvé. Notre espoir est la création d'une école arménienne qui donnerait l'exemple. Ce que nous inculquons là à la nouvelle génération, c'est l'esprit d'appartenance à la communauté arménienne. Nous les plongeons dans cet esprit. C'est un véritable serment de vengeance que l'on fait prononcer à tous les jeunes esprits, dans toutes les écoles arméniennes en dehors de celles qui se trouvent sur le territoire turc. Certains de mes amis arméniens m'ont raconté comment, dès l'âge de 2 ans, ils avaient grandi et développé leur personnalité, en s'entendant dire continuellement combien leur identité était différente des Turcs et comment ils étaient devenus les victimes des Turcs. Le développement de leur identité personnelle et la relation de cette identité avec l'autre, tout cela devenait donc tout à fait normal pour eux. Ainsi, quand une telle personnalité devient adulte, elle se retrouve obligée de vivre avec ce type d'identité. Aujourd'hui, le monde entier parle tout autant du terrorisme devenu une menace universelle que des guerres de religion ou de civilisation. On peut alors se poser des questions sur l'influence de la religion et des groupes religieux sur les événements vécus dans le passé. Je ne doute pas un seul instant que tous les problèmes religieux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne sont en fait que la pression exercée par les différences dans les croyances. Je suis persuadé que les missionnaires ont joué là un rôle important. Les rapports se sont détériorés à partir des années 1840-1850. Les Arméniens associent leurs allégations au génocide juif. Ces allégations sont-elles conformes au droit international ? Quant aux Juifs qui ont vécu l'Holocauste, comment jugent-ils les Arméniens ? Dans l'expérience vécue par les Juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale, tout le pouvoir d'un pays industrialisé comme l'Allemagne avait été canalisé contre un seul groupe qui n'avait commis d'autre crime que celui d'être juif. Parmi les 6 millions de victimes de l'Holocauste, on pouvait compter 1 500 000 enfants de moins de 12 ans. À notre avis, il s'agit d'un cas unique et il n'y a rien de comparable dans l'histoire de l'humanité. Les Arméniens qui tentent aujourd'hui de s'identifier aux Juifs semblent avoir oublié les crimes qu'ils ont commis contre les Juifs dans le passé. Les Arméniens qui ont servi Hitler comme officiers nazis peuvent être cités parmi les principaux acteurs de cette page ensanglantée de l'histoire. Des bataillons composés d'Arméniens ont servi l'Allemagne nazie dans le Caucase et des journaux publiés par des Arméniens en Allemagne soutenaient ouvertement les nazis. Hitler's famous quote, "Who remembers the Armenians?" Well, I can tell you exactly who remembered the Armenians. It was Hitler.
La fameuse question d'Hitler, qui se souvient des Arméniens? Eh bien, je peux vous dire exactement qui se souvient des Arméniens. Hitler lui-même. Dans le nouveau livre que je suis en train d'écrire, il y a une partie intitulée « Les nazis arméniens d'Hitler ». Ils étaient des centaines, des milliers à se porter volontaires pour se battre dès 1935, pour la victoire de la race aryenne. Ils étaient aux côtés des nazis. Ils avaient même une émission de radio diffusée une fois par semaine de Berlin. Ils avaient leurs journaux. On peut très bien publier des documents fictifs et annoncer que c'est Hitler qui l'a dit. En 1943, Hitler a proclamé que les Arméniens faisaient partie de la race aryenne. Les Arméniens l'avaient poussé à faire cette déclaration. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous regardez du côté de l'Arménie, vous y voyez une race purement aryenne. Plus de 95% de la population fait partie de cette race pure. Et ils ont expulsé tous les autres. Vous ne pouvez même pas accéder à un poste administratif si vous faites partie de la minorité. C'est exactement ce qu'avaient fait les nazis. Ils ont eu tout le temps pour bien connaître leurs partenaires de crime entre 1935 et 1945. 10 ans. Et voilà qu'ils continuent les mêmes pratiques aujourd'hui. Oui, Hitler se souvenait des Arméniens. Ils étaient ses partenaires. Je pense qu'il faut que ces choses-là soient dites. Remember the Nazis, they were his partners. And I think that needs to be told. Le discours sur le génocide sert de base philosophique à la création de la Grande Arménie dont parlent souvent les Arméniens. Certains tentent ainsi de porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un État. Nous, les Arméniens d'Alep, comme tous les Arméniens venus de Mardin, Marash, Kozan, Malatya et de Sivas, nous restons persuadés que la Cilicie est notre patrie et nous considérons que ces propriétés nous reviennent de droit. Cela reviendrait à dire que nous, qui vivons aux États-Unis, nous devrions céder la totalité de nos terres aux Mexicains, parce que le Texas et plusieurs autres États leur appartenaient. Et nous autres, comme nous sommes d'origine européenne, nous devrions rentrer en Europe. Tout ça parce que les indigènes d'Amérique étaient les propriétaires de ces terres bien avant les autres. Donc si vous allez jusqu'au bout de la logique arménienne, personne n'appartient à nulle part. La Grande Arménie que veulent créer les Arméniens englobe des territoires appartenant à la Turquie, et ceci contrairement aux règles du droit international et de l'autorité souveraine nationale de la Turquie sur ces terres. La constitution de la République d'Arménie se réfère également à la Grande Arménie. Le traité de Kars est un traité qui date du temps de l'Union soviétique. L'Arménie aurait dû donc accepter les conséquences de ce traité, en tant que pays successeur. Mais ce pays a préféré garder le silence face à cet accord. On peut donc dire qu'il ne l'accepte pas. Des charniers appartenant à des Turcs se trouvent dans plusieurs coins de l'Anatolie. À l'heure actuelle, des chercheurs étrangers corroborent les massacres perpétrés dans les villages d'Akhmemet, près de la ville d'Edir, par des révolutionnaires arméniens. In particolare c'era un villaggio, il villaggio di Akhmemet. Il y avait tout particulièrement un village, le village de Akhmemet. J'y suis allé moi aussi. On avait découvert un charnier dans ce village, et des Turcs tués pendant les événements s'y trouvaient. Il y avait une trentaine de corps, c'étaient des jeunes femmes. On l'avait compris d'après les robes. Il y avait son fils, âgé de 21 ans, 22 ans, avec lui. Les Arméniens lui ont dit « Sacrifions-le pour toi !» Oui, ils ont dit ça. C'était mon frère aîné. Ils se sont jetés par terre, puis les autres les ont amenés. Et ils lui ont coupé la tête, sous les yeux de son père. Ils lui ont coupé la tête. Il ne restait plus aucun homme musulman. Ils les ont enfermés, ils ont commencé à les tuer. Ils ont ébouillanté les enfants. Ils ont donné aux femmes la chair de leur mari en leur disant « Nous vous donnons à manger de l'agneau ».
Les massacres perpétrés par les comités arméniens avaient suscité la désapprobation des commandants de l'armée russe. Voici le texte d'un télégramme du 29 janvier 1915, récemment obtenu des archives secrètes du comité central du Parti communiste national russe. Il s'agit du récit des agissements des révolutionnaires arméniens. À l'attention du commandant en chef de la première armée du Caucase, les rapports envoyés par l'état-major signalent que certains révolutionnaires arméniens, qui mènent des actions contre les Turcs, viennent dans les villes et les lieux d'habitation afin de s'installer dans des habitations déjà occupées et qu'ils n'obéissent pas aux ordres du commandant de la citadelle. Ces groupes sont tellement indisciplinés et dépravés qu'ils se sont mis à user de la violence contre la population civile. Signé, le colonel Yakovlev. De toute manière, après la prise de la ville de Van, les Turcs ont été assassinés. Il y a eu des pillages et des viols. L'armée russe qui est entrée dans la région un peu plus tard a découvert une ville déjà prise par d'autres. Les commandants russes ont été témoins de scènes de viol, de pillages et de meurtres. La plupart de ces événements sont rapportés dans les documents des archives de l'histoire de la guerre. Ils les ont tous embarqués sur des bateaux et ils les ont emmenés sur les îles. L'île d'Akdamar, l'île de Tcharpanak, l'île d'Ader. Ils les ont tous tués, puis jetés à la mer. Ils ont fait disparaître les corps dans la mer. Le sultan ottoman, Mehmet le Conquérant, avait exempté d'impôts les églises se trouvant sur les territoires de l'Empire. Un grand nombre d'Arméniens travaillaient dans l'administration de l'Empire ottoman. Le gouvernement avait promulgué une ordonnance afin de protéger les droits et les libertés des Arméniens. Les documents retrouvés dans les archives de l'Empire nous montrent clairement que le peuple arménien avait des privilèges, tout comme d'autres groupes ethniques et religieux, qu'ils avaient accès aux postes les plus élevés dans l'administration et que tous vivaient en paix et en liberté. The Ottoman Empire would not have lasted for 600 years. Autrement, l'Empire ottoman n'aurait pas duré 600 ans. Vous ne pouvez pas exister pendant 600 ans en tyrannisant et en humiliant des peuples appartenant à différents groupes ethniques. Vous ne pouvez pas collecter d'impôts si vous maltraitez vos sujets. Is not collected from them. Bütün bunlar gösteriyor ki Osmanlı yönetimi. Tout ceci nous montre que les dirigeants ottomans font preuve de bonne volonté et de confiance envers les Arméniens se trouvant sur ces terres. Même après la réclamation par chacun des groupes chrétiens des Balkans de leur autonomie. Güven hissetmektedirler. La politique de tolérance de l'Empire ottoman était largement en avance sur son temps. Des spécialistes étrangers attirent d'ailleurs l'attention sur ce système. Ces paroles du sultan Mahmud II expriment clairement la philosophie fondamentale du système politique de l'État turc. Moi, j'estime que les différences de mon peuple apparaissent à la mosquée pour les musulmans, à l'église pour les chrétiens et à la synagogue pour les juifs. Autrement, tous sont des membres solides et forts de mon peuple. L'État considère donc que la différence entre ses citoyens réside uniquement dans la diversité des croyances religieuses. L'État se situe donc à la même distance de chacun de ses citoyens. À cette époque, aucune voix ne s'élève de la communauté arménienne au sujet de l'indépendance ou l'autonomie. Bien au contraire, ils occupent des positions importantes à l'intérieur même de l'État. Et cela explique la présence dans l'armée turque d'officiers arméniens, fidèles parmi les fidèles. Seuls chrétiens admis dans cette armée à partir de 1820, et cette présence dure même après l'indépendance de la Grèce. Une question doit être posée.
Pourquoi une telle discorde entre deux nations au bout de quelques 800 années de vie commune? Car les nationalistes arméniens disent « Nous avons toujours été écrasés par les Turcs ». Pour quelle raison une nation qui n'a pas écrasé les Arméniens durant 800 ans se serait mise à les écraser à la fin du XIXe siècle? Il est évident que cela ne peut pas être véridique. Les événements qui ont eu lieu vers la fin du XIXe siècle sont la conséquence de l'éveil du nationalisme arménien. L'Empire ottoman a été un véritable refuge pour les Juifs, qui ont dû supporter l'oppression et la tyrannie en Espagne. L'année 1492, qui était l'année des découvertes et le début d'une nouvelle ère, était celle du désespoir pour l'Europe. C'est cette année-là que le peuple juif a été chassé de ses terres en Espagne. À une époque où la tolérance religieuse était au plus bas en Europe, l'Empire ottoman a tendu la main à des minorités tyrannisées, bien que ces peuples aient une culture et une croyance religieuse différentes. L'Anatolie est le berceau de la liberté de culte. La plus ancienne synagogue de Boursa montre la liberté donnée aux Juifs et aux autres communautés religieuses et la bienveillance d'Aurangzeb au moment de la création de l'Empire ottoman. L'étoile de David, qui orne les murs de la grande mosquée, est considérée comme une preuve irréfutable du dépassement de tout fanatisme religieux. Voilà ce que je demande toujours à mes étudiants. Comment se fait-il que la langue turque ne soit plus parlée sur les terres occupées par les Ottomans pendant plus de 500-600 ans, dans les Balkans, en Afrique du Nord, dans le Caucase? À mon avis, le fait que les Ottomans n'aient pas obligé les peuples à parler le turc et n'aient pas usé de leur pouvoir pour les écraser, c'est un point qui a une importance capitale. Les Ottomans ont permis au peuple de parler le grec, le serbe, l'arabe, les langues slaves et l'italien. Un grand nombre de documents et d'informations se trouvent dans le Public Record au sujet des insurrections lancées contre l'État ottoman par les Arméniens. On peut également y voir comment ces mouvements séparatistes ont été manipulés par les pays impérialistes. Ce document daté du 23 février 1915 et enregistré sous le numéro 22083 est un rapport adressé par son ambassadeur au ministre russe des Affaires étrangères, Sazanov. Ce rapport fait état de la livraison d'armes russes aux Arméniens des régions de l'Est de l'Empire. Quant au document numéro 25167, c'est un télégramme daté du 4 mars 1915 et envoyé de Bulgarie. Dans ce télégramme, Varadian, du comité arménien de Bulgarie, demande le support du gouvernement britannique pour l'expédition vers la ville d'Iskenderun de 20 000 volontaires arméniens. Varadian précise que quelques 10 000 volontaires attendent aux États-Unis pour se battre contre l'Empire ottoman. Un autre document des archives du ministère britannique des Affaires étrangères. Cette lettre, qui porte l'entête de la Fédération de la Révolution arménienne Tashnak Sutyun, annonce que des volontaires sont prêts à rejoindre l'insurrection qui se prépare en Cilicie. Il est évident que certains pays ont mené des activités subversives concernant les relations turco-arméniennes, et que la Russie, les États-Unis, la France, l'Angleterre et la Chine avaient à y gagner. Ils ont spéculé dans cette région, ils continuent à le faire et continueront encore. Dans le document numéro 68443, en date du 7 novembre 1914 du Public Record, le général Bogos annonce qu'ils sont prêts pour la guerre d'indépendance sous la protection de la Russie. Date, le 7 septembre 1915. Numéro d'enregistrement, 126 836. À
rapport destiné au ministère britannique des Affaires étrangères. Ce rapport relate les activités du lieutenant-colonel d'origine arménienne, Tarkom, qui se trouve en Bulgarie. Il est précisé dans le rapport que les massacres et la guerre d'indépendance qui seront lancés contre les Turcs ont été planifiés dans les moindres détails. Des milliers de Turcs ont été torturés et tués en Anatolie, mais aussi à Nakhçıvan, à Iska, à Hölkelek, en Azerbaïdjan. La raison de tout cela était le rêve de la Grande Arménie. Il était question d'une politique expansionniste allant de l'Anatolie aux confins du Caucase. En 1907, les Arméniens publient un livre à Erivan, la capitale de l'actuelle Arménie. Ils mentionnent dans le livre l'existence de 1301 villes ici. Je répète, 1301 villes. Dans 959 villes vivaient des Azéris, et les Arméniens vivaient dans les 342 autres. Maintenant, je vous pose une question. Que reste-t-il de ces 959 villes? Non seulement les villes ont disparu, mais leurs noms ont également disparu des cartes de la région. Ces villes n'existent plus. Les lettres de Sir Edward Grey, alors ministre britannique des Affaires étrangères, enregistrées au Public Record sous le numéro 30439 et datées du 6 mars 1915, mettent à jour la protection des Arméniens par les Russes, ainsi que leur collaboration avec les Français. L'objectif était le morcellement de l'Empire ottoman. Quand l'insurrection arménienne a débuté, le même réflexe conditionné donnait à chaque fois le même résultat. L'attention était attirée sur les Arméniens tués, et on oubliait de mentionner les meurtres des musulmans tués en plus grand nombre. Ainsi, on parle plus souvent et avec plus d'exagération des pertes arméniennes dans l'histoire que des pertes musulmanes. Les insurrections qui se suivent sans répit, le soutien des révolutionnaires arméniens à l'occupation de l'Est par les Russes, poussent le gouvernement ottoman à prendre des mesures importantes. Le gouvernement décide de déporter vers des régions plus en sécurité la population qui vit en zone occupée. Un décret provisoire est promulgué dans ce but. L'article 1 de ce décret sur la déportation et le placement des populations donne aux autorités compétentes l'ordre d'attaquer et de détruire toute tentative d'opposition, d'attaque armée et de résistance contre les forces de l'État et contre l'ordre établi. L'article 2 stipule que les habitants des villages et des villes où il serait établi que des actes d'espionnage et de trahison ont lieu contre les forces armées pourraient faire l'objet de déportation et de placement. L'article 3 donne des précisions sur la validité de ce décret et l'article 4 fait état des autorités compétentes pour l'application de cette loi. Le texte du décret ne vise ni ne sous-entend un groupe ethnique précis ou une catégorie de personnes. Ce décret est promulgué pour donner les pleins pouvoirs aux autorités, pour sauvegarder l'ordre public et l'intégrité territoriale dans un État sous occupation ennemie. D'autre part, ce décret est provisoire. En temps de guerre, la décision de déporter une population qui collabore activement avec l'ennemi, ou du moins des habitants des régions frontalières, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une critique. D'ailleurs, le même genre de mesures ont été prises pendant la Première Guerre mondiale, à l'encontre des Allemands vivant en Angleterre. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les ressortissants français qui vivaient en Alsace-Lorraine ont été déportés vers d'autres régions. Les Américains ont enfermé dans des camps les Japonais qui étaient sur leur territoire. Nous n'avons personne dans des camps. L'Empire ottoman les a seulement déportés des régions où la guerre s'est vissée avec les Russes, vers le sud, du côté de la Syrie et de l'Irak. Après la promulgation en 1915 du décret sur la déportation et le placement, des convois d'Arméniens partis des régions comme Erzurum et Bitlis où la guerre faisait rage, et de Sivas, où des insurrections avaient eu lieu, se sont retrouvés dans des emplacements provisoires.
le gouvernement ottoman a ordonné le déplacement des personnes âgées, des femmes et des enfants en voiture à cheval et à dos d'animaux. En 1916, Antranik a dispersé son armée et s'est retiré de Kars. Comme il ne restait plus rien à faire à Kars, mon oncle et mon père sont partis. C'était un voyage long et difficile. Ils poursuivaient leur route, tantôt à pied, tantôt en voiture. Ils sont allés à Leninagan. Le voyage avait été très long, mais ils n'ont pas pu rester là. Quand ils sont repartis, il y a eu une épidémie de choléra. Ils sont allés à Tbilissi, mais on ne leur a pas permis de rester car on pensait qu'ils pouvaient avoir le choléra. Sur la route, des hôpitaux et des cantines avaient été mis en place par l'armée et toutes les mesures de sécurité avaient été prises. Malgré la difficulté de la situation économique, l'Empire ottoman payait une allocation aux personnes relogées. Il était prévu de mettre des habitations à la disposition de ces personnes dans les régions où elles allaient. Ordre avait été également donné pour qu'en cas de besoin, ces personnes partagent les repas chauds et la viande des soldats sur le front. Bugos Nubar Paşa, ki Ermeni delegasyonu başkanı, Le général Bogos Nubar, président de la délégation arménienne, donne des précisions sur le nombre d'Arméniens déplacés ou immigrés et sur leur destination. Selon les chiffres qu'il communique, 250 000 Arméniens sont allés en Russie, 80 000 en Iran. Toujours selon lui, les quelques 390 000 Arméniens restants seraient allés en Syrie et dans la région d'Alep. Malgré cela, dans un rapport adressé au ministère français des Affaires étrangères, il fait état de 600 à 700 000 Arméniens déportés. Voilà ce qu'il dit, 600 à 700 000, alors qu'aujourd'hui on parle d'1 500 000 personnes tuées. Maintenant, que signifie tout cela? Finalement, ce n'était pas un ordre d'exécution, mais d'émigration. Même pas en dehors des frontières, mais en Syrie et en Irak, situés alors à l'intérieur du territoire ottoman. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes ont péri. J'ai entre les mains un document préparé par le premier ministre arménien de l'époque, Bogos Nubar. On y parle de 300 000 Turcs. Grâce aux travaux de Justin McCarthy sur la démographie, nous savons depuis longtemps qu'il y a eu des pertes plus importantes parmi la population musulmane. Mes parents sont d'Adana, ou plus exactement de Dörtyol. C'est de là qu'ils ont immigré à Damas. Puis de Damas, nous sommes passés à Beyrouth. Nous avons vécu 5-6 ans à Beyrouth. C'est en 1946 que nous sommes venus ici. Cette photo où l'on voit ensemble, à Mardin, le révolutionnaire Mardo avec ses amis et Tigris de Diyarbakir devant le paysan turc qu'ils viennent de tuer. Cette photo reflète bien la réalité. L'une des raisons pour lesquelles le gouvernement ottoman avait promulgué le décret sur la déportation étaient bien les actes de terrorisme et les massacres perpétrés par les Arméniens. Ceux qui affirmaient avoir fait l'objet d'un génocide étaient eux-mêmes les auteurs d'un génocide. Sous prétexte de déplacement, ils ont délogé la population. Ils les ont chassés de chez eux et ils les ont obligés à émigrer. Mais dans quelles conditions les ont-ils envoyés en exil dans les déserts syriens? Ça a causé la mort d'1,5 million d'Arméniens. Al di là dei numeri, perché degli armeni morirono. C'est vrai qu'il y a eu des Arméniens qui n'ont pas supporté les conditions de voyage jusqu'à la frontière syrienne et qui sont morts.
Mais il ne s'agit absolument pas d'une action planifiée par le gouvernement dans le but d'exterminer un groupe ethnique. On peut donc assurer que l'idée d'un génocide arménien est une intrigue historique, un mensonge. Vous dites qu'1 500 000 Arméniens ont été tués, qu'ils ont fait l'objet de massacres. Il doit y avoir un endroit où on devrait trouver au moins 10 ou 20 d'entre eux. Je veux dire qu'il doit y avoir un cimetière si ces gens ont été tués. Venez nous montrer l'endroit et nous sommes prêts à creuser là aussi. Une étudiante de l'université de médecine de Moscou, infirmière de la Croix-Rouge russe, Tatiana Karameli, raconte dans ses mémoires qu'elle a été témoin des actes de cruauté arméniens dans les années 1917-1918. Je suis arrivée à Baïbourt le 8 août 1917. Le spectacle était épouvantable. Les Arméniens qui étaient sous les ordres des Russes étaient d'une cruauté horrible, sauvages avec les Turcs de Baïbourt et d'Ispire. Les révolutionnaires arméniens, Archak et Antranik, ont poignardé les enfants qui étaient dans l'orphelinat dont j'étais la responsable. Ils ont violé des jeunes filles, des femmes, et les 150 enfants qu'ils avaient emmenés avec eux à leur départ de Baïbourt, ils en ont tué une bonne partie en route. Une femme avait tué un enfant au bout de plusieurs années. C'était son premier enfant. Un ennemi a pris le bébé des bras de sa mère en le tenant par la tête et il l'a projeté au plafond. Le cerveau du bébé est resté collé au plafond. Comme vous, il venait de ci, de là et il regardait le cerveau de l'enfant au plafond. Le sang du cerveau. Il regardait, il prenait des notes, puis il repartait. J'avais 19 ans au moment de l'oppression arménienne, 18, 19 ans. Les Arméniens avaient une organisation. Il y avait là un général nommé Antranik. C'était lui qui dirigeait cette organisation. L'oppression a commencé dans les villages. Aileja, Aladja, Hambon Mahanda, Tepeköy, Duchu. Ils ont commis toutes sortes d'horreurs dans ces villages. Et à Erzurum, ils avaient massacré 6 à 7 000 personnes en les enfermant dans des baraquements. Ils ont attaché un édredon sur le dos d'un buffle. Ils ont versé de l'essence dessus et ils y ont mis le feu. Puis ils ont enfermé l'animal qui s'est rué sur les gens et les a tués. Il y avait toutes sortes d'horreurs. On croit devenir fou chaque fois qu'on s'en souvient, quand on y pense. Gaziantep était une ville importante où les Arméniens et les Turcs vivaient ensemble depuis de longues années. Mais en 1918, des massacres épouvantables ont commencé avec l'occupation britannique puis française. 7000 Turcs, hommes, femmes, enfants, tous ont été tués. La ville s'est transformée en un tas de ruines où l'on peut encore voir les traces des balles aujourd'hui. Les habitants de la ville se souviennent de leurs souffrances. Voici le monument érigé à la mémoire de Shahin Bey, tué avec ses compagnons alors qu'il tentait de faire face aux Français et aux Arméniens. Voici le monument aux martyrs érigé à la mémoire des 7000 personnes tuées. À Saïm Beyli et à beaucoup d'autres endroits, ils ont égorgé des hommes, comme si c'était des bêtes. C'était inhumain. Ils faisaient bouillir les tout petits bébés dans d'énormes marmites et les donner à manger à leurs parents. L'horreur. Violer et tuer des femmes et filles toutes nues. Mettre en croix des personnalités importantes. Les torturer en leur arrachant la peau, un peu plus chaque jour. Les laisser mourir de faim et de soif. Adana, la Cilicie, toute la région est aux mains des Français. Comme les Français manquent de soldats, ils font venir des soldats d'Afrique du Nord et la Légion arménienne qu'ils viennent de créer. Le chef de cette bande est le meurtrier de milliers de musulmans.
entre Annick le Noir. Ces hommes venaient le protéger en Cilicie. Les Français leur donnent des armes pour qu'ils fassent leur devoir de soldats. Et que font ces hommes? Ils prennent leurs armes. Ils commencent à s'attaquer au village turc pour se venger. Ils pendent ces gens. Ils leur coupent la gorge. Ils tuent ces pauvres gens sans même épargner les femmes et les enfants. La France a adopté une loi sur la reconnaissance du génocide arménien. L'État français a décidé d'ignorer les documents et les rapports militaires qui se trouvent dans les archives de l'état-major français au sujet de l'occupation par la France de l'Est et du Sud-Est de la Turquie de 1914 à 1921. La France qui, hier encore, faisait combattre les Arméniens en son nom, paraît avoir oublié les terroristes arméniens qui ont occupé le consulat général de Turquie à Paris le 24 septembre 1981 et causé la mort de dizaines de personnes à l'aéroport d'Orly le 15 juillet 1983. Est-ce que la France s'est sentie responsable face à l'histoire au moment où elle adoptait la loi sur la reconnaissance d'un génocide arménien? La France, mais alors, vous nous donnez un pouvoir assez exceptionnel. Et en plus, actuellement, la France, sur le plan législatif, a reconnu ce génocide. C'est son droit de le faire. La France l'a fait. Par contre, aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation, et vous le savez. Alors que le député français dit qu'il n'y a aucune condamnation, c'est un Arménien de Turquie qui lui donne cette réponse remarquable. Est-ce la décision du Sénat français ou celle du Sénat américain? Qui rédigera l'ordonnance médicale? Qui sera notre médecin? En fait, les Arméniens sont les médecins des Turcs, et les Turcs, ceux des Arméniens. Il n'y a aucun autre docteur, pas d'autre remède, ni d'autres médecins. Je crois que personne n'a d'intérêt dans cette affaire à déformer l'histoire. Mais c'est pourquoi moi je n'étais pas favorable au fait qu'une loi soit adoptée, parce que c'est pas à la loi de définir l'histoire. Et surtout l'Assemblée nationale. La loi n'a pas, si vous voulez, alors ceux qui l'ont voté disent c'est pas un jugement, nous ne jugeons pas. C'est pour ça que je trouve que c'est tout à fait anormal quand une Assemblée nationale française juge une situation entre deux peuples qui ne sont pas les siens. Les Arméniens et les Français semblent avoir oublié la page noire qu'ils ont écrite dans l'histoire des terres anatoliennes. Or, dans les archives de la Turquie, on peut voir des dizaines de milliers de documents prouvant le contraire des allégations arméniennes et françaises. Si le gouvernement turc reconnaissait officiellement ce qui s'est passé en 1915, s'il donnait à tous les chercheurs la possibilité de travailler, si les archives, malheureusement interdites d'accès jusqu'à nos jours, pouvaient être objectivement examinées, tout serait alors plus clair. Ainsi, chaque partie aurait une réponse objective à ces questions. Il serait faux de prétendre que les Turcs empêchent ou interdisent l'accès à leurs archives. Moi, je suis allé à Istanbul et j'ai consulté les archives turques. C'est vrai que j'ai rencontré quelques difficultés, mais je rencontre les mêmes en Italie. L'accès aux archives turques a toujours été ouvert à tout le monde. Comme ici, des spécialistes venus des pays comme le Japon, la Géorgie, le Koweït ou l'Italie travaillent en toute liberté sans aucune entrave. Tout de suite après avoir déposé ma demande, je peux regarder les catalogues. 2-3 jours après l'autorisation, je peux regarder les cahiers. Je peux facilement et tranquillement faire des recherches. Il n'y a pas eu de problème à notre arrivée. Les archives turques sont complètement ouvertes, exactement comme chez nous. Parmi ceux qui ont consulté les archives ottomanes, il y avait l'historien arménien Aras Arafian venu d'Angleterre, ainsi que le chercheur allemand Hilmar Kaiser. Les deux hommes avaient emporté avec eux les photocopies et les microfilms de milliers de documents.
Il y a des gens qui se font les porte-drapeaux des allégations arméniennes dans la diaspora. Parmi ceux-là, on peut citer Aras Arafian en Angleterre et Hilmar Kaiser en Allemagne. Ces personnes avaient précisé ouvertement que leurs recherches concernaient le génocide arménien. Nous leur avons donné les documents demandés, et cela sans aucune restriction. Il est intéressant de constater qu'Aras Arafian a fait 3000 photocopies au cours de ses recherches qui ont duré plus d'1 an, et Hilmar Kaiser a fait 5900 photocopies. Tout cela montre que les archives ottomanes sont bien ouvertes à tout le monde. D'Aras Arafian de la BBC à l'allemand Hilmar Kaiser, en passant par l'historien Alexander Safarian, tous ont pu avoir accès aux archives ottomanes et obtenir les documents et les informations qu'ils voulaient. Il est par contre impossible d'avoir accès aux archives de l'Arménie et d'obtenir les documents relatifs aux Arméniens. Je n'ai pas réussi à voir les archives en Arménie. J'ai écrit une lettre, mais ils n'ont jamais répondu. Je n'ai jamais réussi, j'aurais été content si cela avait été possible. Les Arméniens basent leurs allégations de génocide sur un télégramme qu'aurait envoyé Talat Pacha, alors ministre de l'Intérieur. Aramandonian prétend que Talat Pacha aurait donné l'ordre d'en finir avec les Arméniens dans un document trouvé à Alep et qui paraît être faux. Les chercheurs turcs ont prouvé que ce document exposé au musée du génocide d'Erevan était faux et mensonger. On a fait croire que Mustafa Abdülhalik, qui venait d'être nommé gouverneur d'Alep, mais qui ne s'y était pas encore rendu, était déjà sur place et avait signé un document ordonnant un génocide. Il ne pouvait pas être à Alep à ce moment-là, puisqu'il était encore à Istanbul, et qu'il y avait un autre gouverneur à Alep. On peut voir dans les archives ottomanes des documents signés de la main de ce gouverneur, à la même époque. On peut dire qu'il est question d'imposture. De même que les documents, les codes secrets étaient falsifiés. On n'aurait jamais envoyé une lettre officielle écrite à la main d'Istanbul, la capitale, à Alep. Ce qui était envoyé, c'était des écrits codés, c'est-à-dire une série de chiffres, comme par exemple 125, puis 364, 441, etc. Aramandonian et son entourage savaient qu'en temps de guerre, l'Empire ottoman utilisait un système de code secret dans les correspondances. Mais ils ne savaient pas exactement ce qu'était ce code secret. Ils ont donc inventé un code et l'ont imprimé. Nous avons entre les mains les carnets des codes utilisés à l'époque. Les nombres à 2 chiffres, comme 22 ou 41 écrits par eux, n'avaient jamais été utilisés. Voilà, l'imposture commence avec cette affaire de code. Le faux télégramme dont on le rendait responsable a coûté la vie au grand vizir ottoman, Talat Pacha, qui a été tué dans la capitale allemande Berlin par un Arménien du nom de Teherian. L'une des personnes qui connaissait le mieux Talat Pacha était le général Bronzard Schellendorf, considéré comme un héros national dans son pays. Schellendorf attire l'attention sur l'innocence de Talat Pacha dans un article publié le 24 juillet 1921 dans le Deutsche Allgemeine Zeitung. Les Anglais, pas plus que les Français, les Italiens et les Russes qui ont occupé l'Empire ottoman, n'ont réussi à trouver des documents relatifs à un génocide arménien dans les archives ottomanes. 144 personnes accusées d'avoir causé le génocide arménien ont comparu devant les tribunaux de l'occupation et elles ont été innocentées et relâchées. Les documents du Haut Commissariat d'Istanbul qui se trouvent dans le Public Record et les rapports adressés au Lord de Curzon mettent en évidence qu'il n'y a pas eu de génocide arménien perpétré par les Turcs. Et en plus, la capitale ottomane était sous l'occupation britannique, et ils avaient fouillé les archives ottomanes de fond en comble pendant 3 ans. Les autorités britanniques ont finalement décidé d'écrire aux États-Unis pour leur dire « Nous n'avons aucun document dans nos archives pour les accuser, ni aucune preuve, c'est-à-dire aucune preuve juridique. Si vous avez des documents dans vos archives, nous vous prions de nous les envoyer de toute urgence. »
Aucun document de ce genre n'a été trouvé dans les archives américaines. Les Arméniens veulent faire admettre au monde entier la légende qu'ils racontent sur le mont Moïse. Cette légende a ensuite fait l'objet du roman de l'écrivain Franz Werfel, 40 jours sur le mont Moïse. Le mont Moïse est situé dans la région d'Antakya. Les Arméniens qui vivaient dans cette région se sont soulevés contre l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Un soulèvement arménien est orchestré près du mont Moïse, et les Arméniens se cachent dans la montagne. Ils sont très bien organisés et armés. Ils possèdent les meilleures armes pour faire la guerre. Ils se tiennent prêts pour former la troupe d'assaut des forces alliées, sûrement avec l'envie de faire à nouveau une ville arménienne de la Cilicie, c'est-à-dire de l'Anatolie du Sud-Est. L'auteur du livre 40 jours sur le mont Moïse, le romancier et poète autrichien Franz Werfel était juif. Au moment même où Werfel écrivait son roman, le bruit des bottes nazies se faisait entendre en Europe. Dans son roman, il a utilisé le mot « jeunes Turcs » à la place du mot nazi. Chaque fois qu'apparaissaient les jeunes Turcs, on pensait bien sûr à Enver et à Talat. Il s'agissait d'un symbole. Il voulait en fait parler de Himmler, Kaltenbrunner et des autres. Et il s'est servi des Arméniens comme béquilles pour remplacer les Juifs. C'est-à-dire qu'il a trouvé un lien entre le destin de son peuple, qui lui faisait peur à juste titre, et celui des Arméniens. Cela pouvait paraître remarquable du point de vue du poète, mais d'un autre côté, il s'agissait d'une grande injustice vis-à-vis du peuple turc. Parmi les matériaux inventés de toutes pièces servant dans la propagande arménienne pour prouver le bien fondé des allégations de génocide, se trouve un tableau représentant des têtes de mort. Le tableau original est exposé au musée du château de Triliyogov à Moscou. Le peintre Vassili Vereshchagin a fait ce tableau en se basant sur la tragédie de la guerre germano-russe de 1871. Le tableau s'appelle « Les malheurs de la guerre ». Ce qui est présenté comme une photo prise en 1915 est en réalité un tableau à l'huile, fait dans les années 1871-1872, par un grand peintre russe, Vereshchagin. Les propagandistes arméniens n'ont pas hésité à induire en erreur l'opinion publique mondiale en présentant le tableau d'un peintre renommé comme une photo, un document qui serait la preuve d'un événement. Ils ont également tenté de mêler Atatürk à une campagne blasphématoire. Dans un article publié le 1er août 1926 dans le journal Los Angeles Examiner, des propos approuvant les allégations arméniennes étaient attribués à Atatürk. Un soi-disant journaliste, artiste suisse du nom d'Emil Hildenbrandt, aurait fait un reportage avec Mustafa Kemal en 1926, tout de suite après l'attentat d'Izmir. Et il s'agit d'un journal de l'Empire Hearst, le Los Angeles Examiner. Cet article est publié dans ce journal, et il y a même la signature de Mustafa Kemal, comme s'il avait écrit lui-même ces lignes. Mais il est également précisé qu'il s'agit d'un reportage. On ne comprend même pas s'il a écrit cet article, comme on le prétend, ou si c'était un reportage. Même ça, ce n'est pas clair. Les Arméniens de bon sens admettent que cette affirmation est basée de manière obstinée et délibérée sur un faux document.
L'éditeur du magazine Armenian Review, James Tashjian, a d'ailleurs annoncé que cet article attribué à Atatürk était un faux. Le démenti rédigé par Tashjian sous le titre « La déclaration attribuée à Atatürk est fausse » a été publié dans le magazine Armenian Weekly du 20 mars 1982. Voici quelques lignes de la longue lettre de Tashjian. Mustafa Kemal n'a pas prononcé ce genre de phrase. Il n'a pas dit cela. Je vous en prie, arrêtons de nous conduire de la sorte. Il n'existe aucune information à propos de la personne qui aurait parlé avec Atatürk. Le texte de l'article n'existe pas non plus. Bien évidemment, n'ayant accédé à aucune information à ce sujet en Turquie, j'ai effectué des recherches un peu partout. Je me suis par exemple adressé à l'ambassade de Suisse et je leur ai demandé si une telle personne s'était présentée à cette date. Ils n'ont rien trouvé dans leur registre. Il n'y a aucune trace de la venue de cette personne. Les mémoires de Henri Morgenthau arrivent en tête des documents utilisés par les Arméniens, comme pour leurs allégations de génocide. Morgenthau a été ambassadeur des États-Unis auprès de l'Empire ottoman de 1913 à 1916. Ce sont les missionnaires à majorité protestante de la mission américaine Board, exerçant en Anatolie, qui lui ont servi d'informateurs durant son mandat. D'autre part, ses collaborateurs les plus proches étaient les Arméniens ottomans qui faisaient partie du groupe de fonctionnaires qui travaillaient pour lui. L'histoire de Morgenthau, ce n'est pas un rapport écrit au secrétariat d'État américain des Affaires étrangères. Il s'agit d'un livre rédigé par la suite. D'ailleurs, les Anglais, au moment où ils détenaient 140 Ottomans à Malte, avaient demandé au secrétariat d'État américain des Affaires étrangères s'ils avaient en leur possession des rapports concernant le génocide. Le secrétariat d'État donne alors une réponse négative à cette question. Il s'agit bien d'un texte rédigé par Morgenthau. Il précise d'ailleurs qu'il n'a jamais été le témoin direct de quoi que ce soit. C'est donc un texte à lire avec précaution, surtout si nous tenons compte du fait que ses assistants les plus proches étaient des Arméniens. La personnalité de Morgenthau et ses agissements avaient été accueillis avec méfiance dans son propre pays. Par la suite, ce sont les rapports officiels de l'amiral Bristol, qui a été ambassadeur des États-Unis auprès de l'Empire ottoman après Morgenthau, qui ont servi de base aux recherches. Quant à l'amiral Bristol, lui aussi a rédigé des rapports, mais pas au même moment que Morgenthau. Il a écrit que les massacres avaient été inventés et que des choses complètement fausses étaient présentées comme étant vraies. Il y a donc deux points de vue donnés à deux moments différents. Comparé à l'autre, le rapport de l'amiral Bristol est plus véridique. Pour justifier leurs allégations de génocide, les Arméniens se réfèrent aussi au Livre bleu. Le Livre bleu est une publication de bureau de propagande britannique. Au cours de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne avait couvert un bureau de propagande de guerre. Ce bureau a publié un grand nombre de livres, de brochures et de tracts dans le but de faire de la propagande. Le Livre bleu fait partie de cette série de publications. Le Livre bleu n'a pas été écrit par Toynbee. Toynbee était l'éditeur de ce livre, qui ne fait que rassembler des informations venant de sources diverses. En temps de guerre, il n'y avait aucun journaliste sur le terrain. Ces informations ont été inventées. Mais ils n'ont vu aucun inconvénient à présenter tout cela comme des événements réellement vécus. Voilà ce que c'est que le Livre bleu. Grâce à la respectabilité du nom d'Arnold Toynbee, et grâce au fait que ce soit une publication officielle des autorités britanniques, ce livre sert souvent de document officiel aux Arméniens. A l'inverse, des milliers de documents et livres qui apportent la preuve de la fausseté des allégations arméniennes passent complètement inaperçus. Aujourd'hui, on n'est pas sûr de la sécurité de tous ces vrais documents et ces informations qui se trouvent dans les bibliothèques. Ce qui est étrange, c'est que quand vous trouvez quelque chose contre l'Arménie, ça disparaît aussitôt d'une manière tout à fait mystérieuse des archives ou des bibliothèques.
Dans les écoles arméniennes en dehors de la Turquie, on continue à apprendre aux enfants la haine et à poursuivre la politisation de cette hostilité. Des enfants grandissent avec la haine des Turcs ancrée dans leur esprit. La chose la plus dangereuse ici, c'est le refus d'enseigner officiellement dans les écoles publiques la vérité sur les allégations concernant le génocide arménien. Ils empêchent consciemment l'accès à l'information exacte sur les faits. Le grand historien américain, East Lowry, a apporté la preuve de l'invraisemblance de cette phrase d'Hitler. Mais qui se souvient encore du génocide arménien aujourd'hui? Et Justine McCarthy a prouvé qu'il n'y avait pas eu de génocide arménien, mais que c'était en réalité les Arméniens qui avaient massacré les Turcs. En 1985, 69 chercheurs américains et canadiens ont publié une annonce dans des journaux comme le Washington Post et le New York Times pour affirmer que les événements vécus en 1915 n'étaient en aucun cas un génocide. Ces chercheurs ont été menacés par les Arméniens à plusieurs reprises et le juge américain Samuel Wims était le dernier nom de cette longue liste. La maison du professeur a fait l'objet d'un attentat à la bombe, et ça s'est passé à Los Angeles, en plein cœur d'un pays considéré comme la patrie des libertés. Ça ne s'est pas arrêté là. Ils se sont ensuite attaqués à McCarthy. Le professeur Shaw, importuné pour avoir annoncé des vérités historiques, n'a pas pu recevoir notre équipe de tournage à cause de l'attentat à la bombe devant sa maison et les menaces arméniennes qui n'ont pas cessé depuis. Je suis au courant des reportages et de ce qui est arrivé au professeur Shaw. Toute action visant à intimider des académiciens qui font des recherches sur des événements historiques est regrettable et inadmissible. En ce début du XXIe siècle, les nationalistes fanatiques arméniens continuent à avoir recours à la violence pour faire taire les aspirations à la paix. Par ailleurs, les parlements des pays occidentaux continuent, souvent pour des raisons différentes, à faire pression sur la Turquie avec les allégations de génocide. Malgré tout, les Arméniens et les Turcs souhaitent vivre ensemble et construire ensemble le futur. Ils expriment ce souhait à chaque fois que l'occasion se présente. Au bout de 80 ans, ils demandent des comptes sur le soi-disant génocide arménien. Est-ce que moi, en tant qu'Italien, et donc héritier malgré moi de l'Empire romain, faudrait-il que je sois responsable de tout ce que Sion l'Africain a fait à Carthage? Mon point de vue reste le même, pour un passé vieux de 80 ans et celui de 800 ou 1800 ans. Je m'adresse à la diaspora, aux Arméniens. Je veux leur dire, ne rabâchez pas sans cesse 1915. Il y a maintenant une réalité qui est celle de l'Arménie. Si vous vous préoccupez de l'avenir de votre race, de votre peuple, cherchez comme nous le moyen de faire vivre en paix ces deux communautés. Gardez vos forces pour cela. Et pourtant, il est tout à fait possible de passer ce seuil critique en admettant que chacun des deux côtés aurait beaucoup à gagner en accédant aux vérités épurées de diffamation et de mensonges et à l'amitié entre les deux peuples. Voilà ce que nous avons voulu rappeler dès le début de Sarı Gelin.